Au départ de Jean-Claude Duvalier en février 1986, la voie était toute pavée pour une transition post-dictatoriale en Haïti. Les couches exploitées restaient encore en mouvement, tout le monde avait repris confiance, et manifestait vertement sa foi en la culture du pays. Les Haïtiens eux-mêmes en venaient brusquement à se rappeler qu'il avait été capable d'alimenter une révolution, puis de construire quelque chose dans les interstices même de la colonisation, et cela, comme s'il s'agissait d'hier. L'impérialisme américain, qui avait soutenu le régime des Duvalier jusqu'à n'en plus pouvoir, resta éberlué. L'impression qui s'en dégageait au premier abord était que la sortie de la dictature coïnciderait automatiquement avec la sortie de crise. Autant dire qu'une aspiration de changement radical des situations sociales, économiques et politiques faisait palpiter le cœur des couches populaires et de la jeunesse du pays. Or, 28 ans après ce départ, le pays patauge encore aujourd'hui, avance, recule et ne va nulle part. La déception est donc énorme, alors que le cadre politique devient de plus en plus contraignant. La situation est telle, à ce moment précis de l'histoire, que le tableau de bord des indicateurs de développement signale clairement qu'Haïti se retrouve nettement en dessous de la barre, dans l'apprentissage de la croissance économique. Qu'est-ce à dire? Au lendemain de février 1986, il est vrai, de nombreuses manifestations se sont inscrites, dans le cadre des changements à opérer dans les structures sociétales et les institutions politiques. Nombreux par ailleurs étaient ceux ayant enfreint des droits, et qui jouissent aujourd'hui encore de l'impunité. L'application de la justice, l'épineux problème du désarmement, les violations des droits attribués à des membres de l'armée, constituaient le tout premier lot des lacunes à combler. Force était de constater, toutefois que la détérioration s'aggravait continuellement, en raison principalement des différents gouvernements militaires qui se sont succédés, et des nombreux coups d'État, qui ont été l'apanage d'une bonne tranche de cette étape post-dictatoriale. De plus, l'embargo économique qu'accompagnait, et que prolongeait l'instabilité politique instaurée depuis lors, débouchait sur une situation socio-économique désastreuse, et la transition ne finissait pas. Nous sommes donc amenés à proposer une analyse, un peu plus en profondeur des problèmes conjoncturels actuels, pour mieux comprendre et mieux interpréter les dissensions et les errements du peuple d'Haïti. Reflet ou écho des errements inhérents aux classes politiques traditionnelles et aux élites intellectuelles éreintées, qui n'ont pas su assumer leurs responsabilités. Les remous de la société, en regard des contradictions, qui ont suivi le départ de Baby Doc Duvalier, ne constituaient pas à proprement parler le réveil attendu. Loin de là. Le réveil de la conscience nationale paraissait autre chose que cela. Revenons un peu en arrière, et abordons le problème sous un angle différent. Nous sommes à la fin d'un régime totalitaire, Jean-Claude Duvalier fait ses valises, et une junte civilo-militaire dirigée par le général Henri Namphy prend les rênes du pouvoir. En l'espace de quelques heures, tout un lien social semble se tisser entre les différentes classes, c'est l'euphorie générale. Des moments d'extase physique ou affective, mêlés d'une certaine frustration et d'un défoulement collectif. Quoi d'inimaginable, la population descend dans les rues. On boit, on se saoule et on fait la fête, on ne rêve donc pas. Ce premier Conseil national de gouvernement, qui dura du 6 février au 20 mars 1986, était composé de 2 civils et de 4 militaires. Le général Henri Namphy, qui faisait office de président, le colonel Williams Regala, le colonel Max Vallet, le colonel Prosper Avril, maître Gérard Gourgue et l'ingénieur Alix Sinéa. La démission soudaine de Gérard Gourgue, le 20 mars, en raison de sérieuses divergences politiques avec le nouveau maître du pays, occasionna un rapide remue-ménage au sein du CNG. Namphy procéda dès le lendemain à la reconstitution du Conseil national de gouvernement, tout en présentant un message à l'attention du peuple. Le 7 février 1986, après avoir tant souffert pendant les 29 dernières années d'un pouvoir absolu, qui a conduit le pays au bord de l'abîme, la nation haïtienne enfin s'était réveillée à une ère nouvelle. Toutefois, l'attendaient encore des moments difficiles, au cours desquels la paix et l'ordre, éléments indispensables à l'organisation d'un État stable, marchant vers une saine démocratie, étaient menacés. L'incompréhension de certains, jointe à l'aveugle ambition d'autres, n'a pas manqué de ralentir le rythme auquel le Conseil national de gouvernement s'était mis à la tâche, avec pour seul objectif de satisfaire tous les desiderata d'un peuple assoiffé de liberté et de justice. Des individus mal intentionnés
adroits dissimulateurs, cherchant à dérober au peuple les fruits de sa victoire, ont entretenu à travers le pays un climat de violence, d'agitation, de désordre, susceptible d'entraîner la nation dans une voie dont l'issue désastreuse n'est que trop prévisible. Face à de telles difficultés, et en présence des dangers qu'elles font peser sur le devenir de la patrie commune, les forces armées d'Haïti ont décidé de reconstituer le Conseil national de gouvernement après la démission de certains de ses membres. Le Conseil national de gouvernement est désormais composé comme suit: lieutenant-général Henri Namphy, président, colonel Williams Regala, maître Jacques François, membre. En tant que gouvernement provisoire, il réitère sa foi dans le destin de la nation et continuera à garantir l'ordre, la paix et la sécurité des familles et des biens, conditions indispensables à la réalisation, dans le meilleur délai, d'élections libres et démocratiques. Évidemment, le peuple croyait voir en Namphy, qui profitait passablement bien d'une circonstance historique, un messie, un envoyé de la Providence. Namphy prit conséquemment 2 mesures, il les avait jugées suffisamment symboliques, pour détourner le peuple et les militants de la réalité en proclamant d'une part, le 15 février 1986, la dissolution du corps des volontaires de la sécurité nationale ou corps des tontons macoutes, et en réhabilitant d'autre part, le 17 février, le drapeau bleu et rouge. Et l'homme fut vite devenu le chouchou rêvé, tant et si bien qu'il finit par accepter le surnom proposé. Le contexte politique, dans lequel le peuple haïtien s'est libéré de la dictature des Duvalier, obligeait naturellement le général Henri Namphy à organiser au plus vite des élections municipales, législatives et présidentielles, de façon à donner une trajectoire méritée à la transition. Mais laquelle, quand on sait que les prétoriens du régime duvalierien, largement représentés par la junte au pouvoir, étaient encore en place au pays, et n'attendaient que l'occasion pour se manifester ouvertement. Nous sommes en 1987, et le lieutenant-général Namphy accepta, à la satisfaction des 8 millions de citoyens du pays, de se faire remplacer à la tête du pouvoir exécutif. Le Conseil électoral provisoire se mit en branle dès le 8 octobre, et les premières élections, à se tenir sous l'empire de la Constitution de 1987, furent fixées sans tarder au 29 novembre de la même année. Certains duvalieristes notoires, joints à des tortionnaires de l'Ancien Régime. Claude Raymond, Édouard Francisque, Clovis Désinor, Hervé Boyer, Jean-Baptiste Hilaire, Le Sage Chéri, Arthur Bonhomme, Clémar Joseph Charles, Jean Théagène, Félix Auguste Robinson, Jean Julmet et Alphonse Laens virent leur candidature rejetée par le Conseil électoral provisoire, dont les membres vantaient déjà ouvertement leur indépendance. Des signes avant-coureurs, venant de divers groupes paramilitaires néo-duvalieristes, laissaient clairement anticiper un absolu déraillement le jour des élections, parce qu'il était devenu évident que le contrôle du processus électoral avait complètement échappé à l'armée d'Haïti. Comment le croire? Comment évaluer et prévenir les conséquences de ce mal-être? Pour n'avoir pas su prendre en compte ce simple aspect du problème, et n'avoir pas joint ou multiplié un peu plus tôt ses efforts pour faire avancer le processus dans la bonne direction, la classe politique venait justement d'occasionner une fissure. Des membres liés aux 2 précédents secteurs, également hostiles à ces joutes, en ont profité pour terroriser la population et la dissuader de se rendre aux différents bureaux de vote. Marc Bazin, du Mouvement pour l'instauration de la démocratie en Haïti, Louis Desjoie, du Parti agricole industriel haïtien, Silvio Claude, du Parti démocrate chrétien haïtien, et Gérard Gourgue représentaient les 4 principaux candidats à la présidentielle. Ce dernier briguait la présidence, sous la bannière du Front national de concertation, une plateforme d'organisations issues du secteur démocratique. La popularité du candidat Gourgue était telle qu'on semblait à l'avance lui attribuer la victoire. Les alliés macoutes du lieutenant-général se mirent alors à s'inquiéter, et ce dernier ne fit pas mieux que de commanditer le crime contre les électeurs potentiels de Gérard Gourgue, jugé trop enthousiaste. Cet homme de droit incapable de rester indifférent aux violations des droits de la personne était de toute évidence malvenu. Il fallait donc éviter son avènement, et cela, à n'importe quel prix. Dans la matinée du 29 novembre 1987, en effet, une cinquantaine de macoutes armés et de militaires en civil intervinrent subitement, et de façon violente, au bureau de vote de la rue Vaillant, à l'école argentine Bellegarde. En premier lieu, ils tirèrent sur la file des électeurs, se trouvant à l'extérieur du bureau, et y assassinèrent une vingtaine d'entre eux, qui continuèrent malgré les balles logées dans leur corps,
de tenir fermement leur bulletin dans la main. Les assaillants pénétrèrent dans un second temps, à l'intérieur de l'établissement, pour parachever leur boulot, à l'arme blanche, machette et poignard bien aiguisés. Le nombre de victimes atteindrait un total de 200, de l'avis de certains observateurs. Williams Regalas, promu général de brigade, était ministre de la Défense au moment des faits. Pourtant, 48 heures seulement avant les élections, le numéro 2 du CNG et de l'armée haïtienne faisait savoir à des journalistes de l'agence France Presse que l'armée endossait pleinement la responsabilité de garantir l'ordre au cours des opérations électorales. À la vérité, le haut état-major de l'armée appuyait déjà tacitement cette poignée d'individus, s'entendant pour empêcher la population de choisir ses dirigeants démocratiquement. Le chef du CNG, le général Henri Namphy, qui venait de s'autoproclamer commandant en chef des forces armées d'Haïti, décréta aussitôt l'annulation des élections et révoqua les membres du Conseil électoral provisoire. De fait, le général argumenta que depuis sa formation, le Conseil électoral provisoire, au mépris des lois l'instituant, s'érige en pouvoir suprême, se proclamant même au-dessus de toutes les institutions nationales, y compris le gouvernement de la République. Namphy accusait de plus le CEP d'avoir mis en péril l'unité de la nation, d'avoir violé de façon flagrante la loi électorale, et d'avoir surtout provoqué de véhémentes protestations de la part de nombreux partis politiques et candidats aux fonctions électives. Cette insinuation évidente au rejet par le CEP des candidatures liées à l'ancienne dictature constituait non seulement une aberration, mais encore une honte. Il y avait peut-être là la preuve que le processus démocratique en Haïti attendrait encore longtemps, alors que les Haïtiens devraient continuer à se battre pour reconquérir une nouvelle portion de leurs droits civils et politiques, de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Le nouveau Conseil électoral provisoire était composé des personnalités suivantes. Ernst Mirville, président, Pierre Labissière, vice-président, Emmanuel Ambroise, Charles Poissé-Romain, Philippe Jules, Napoléon Eugène, Ernst Verdieu, Carlo Dupiton et Sem Marseille, membres. Le professeur Leslie Manigat, alors candidat aux dites élections, s'en est pris à son tour au CEP, en affirmant avec beaucoup de légèreté que l'institution avait une large part de responsabilité dans les événements survenus. Tandis que l'armée, selon lui incontournable, était à juste titre capable d'organiser des élections libres et honnêtes. Manigat qui, de toute évidence, se porta candidat aux prochaines élections fixées au 17 janvier 1988, alors que le scrutin ne réunissait que 5% des électeurs, obtint 50,3% des votes. Les candidats Hubert de Ronceret, de la Mobilisation pour le développement national, avec 19,8% des votes, Gérard Philippe Auguste, du Mouvement Organisation du pays, avec 14,5%, et Grégoire Eugène du Parti social-chrétien d'Haïti, avec 9,2%, participèrent également à cette joute électorale, boudée par tous les autres partis. Le nouveau Conseil électoral provisoire regroupait cette fois des personnalités proches de l'armée et désignées par cette dernière. Le président Manigat fit, personnellement, le choix des membres de son cabinet ministériel. Il accueillit à son tour le général de brigade Williams Regalas, encore en exercice, en qualité de ministre de la Défense nationale, des forces armées et du service militaire. Il appela par contre de nombreux cadres et intellectuels du pays pour former son cabinet et soutenir la politique de son Premier ministre Martial Célestin. Parmi eux, et à la tête de la diplomatie haïtienne, l'économiste Gérard Latortue, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des cultes, l'écrivain Franck Étienne, ministre des Affaires culturelles, et l'historien Alain Turnier, ministre des Finances, des Affaires économiques et de la fonction publique. Jacques-Édouard Alexis fut à son tour sollicité pour occuper le portefeuille de l'agriculture, mais déclina très poliment l'offre, en faisant savoir au président qu'il ne se sentait pas prêt pour faire un tel saut dans le courant de sa vie professionnelle. En réalité, il était suffisamment préoccupé, absorbé par sa tâche de doyen de la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire de l'Université d'État d'Haïti. Manigat insista tout de même, pour lui dire que ce n'était que partie remise, et fit appel à l'agronome Gérard Philippe Auguste, pour être le nouveau ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement. Fils d'enseignant, Leslie François Manigat, né à Port-au-Prince le 16 août 1930, suivit des études universitaires à la Sorbonne, et fut ministre des Affaires étrangères,
sous François Duvalier, dont il supporta la candidature et l'idéologie, en 1957. Il fonda, en 1958 et à la demande de ce dernier, l'École des hautes études internationales, dont il fut le premier directeur. Au début des années 60, toutefois, il manifesta son soutien à la grève des étudiants, et fut gardé en prison durant 2 mois. Il s'exila par la suite, enseigna dans de nombreuses universités étrangères, et milita dans l'opposition à partir de l'extérieur. Sa militance le conduisit à fonder au Venezuela, en 1979, le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, RDNP, dont il assuma la fonction de secrétaire général. Maniga avait gagné rapidement la sympathie du général Nanfi, grâce à son appui ouvert à la junte au pouvoir, au moment de l'annulation des élections de novembre 1987. Et il était devenu, à la faveur des circonstances, le premier président élu de l'ère post-duvaliérienne, ayant prêté serment le 7 février 1988. Sa femme, Myrlande Hippolyte Maniga, profita de l'opportunité en se faisant élire sénatrice de la République, à titre de représentante du département de l'Ouest. Une fois de plus, dans son message à la nation, Leslie Maniga avait énergiquement pris position en faveur de l'armée. L'armée aura donc mené à terme sa mission d'assurer une transition sans bain de sang, sans guerre civile, sans anarchie, sans chaos ni intervention militaire étrangère. Il y a eu des bavures, certes, mais le résultat est là, on est passé de la réalité de la dictature de Jean-Claude Duvalier, à la perspective ouverte pour la démocratie. Comment ne pas dire, au vu de ce résultat, que les militaires ont finalement bien mérité de la patrie, et que maintenant leur mission politique temporaire accomplie, ils vont à l'intérieur et à partir de leur caserne retrouvée, s'adonner aux tâches de défense nationale et de sécurité. La classe politique d'alors réprouva pleinement l'accession de Maniga au pouvoir, tandis que le monde international se faisait difficilement représenter à cette cérémonie officielle. Par ailleurs, nous savons tous que Leslie François Maniga est un intellectuel qui se targue, en tout premier lieu, d'être un homme de principe et d'avoir dans un second temps, une avance sur ce que l'on appelle la suprématie des valeurs de l'esprit. En ce sens donc, on ne devrait pas s'attendre à le voir accepter un compromis quelconque, qui ne serait pas conforme avec son métier. Or, ce serait sans doute la nature du pacte liant Maniga à Nanfi, n'aura été en effet dévoilé ni par l'un ni par l'autre des protagonistes. Il y a eu certes des signes caractéristiques, un ensemble de désordres psychologiques, à se manifester chez le général, qui permettaient sans l'ombre d'un doute, d'entrevoir ou d'interpréter, que le commandant en chef de l'armée, Henri Nanfi, ne s'était pas encore totalement acquitté de sa mission. La réalité est que la fonction fondamentale de l'armée dans une société demeure souvent voilée. Cette spécificité propre aux militaires d'un peu partout, de fomenter des coups d'État, d'alimenter les guerres civiles pour en profiter par la suite, laissait croire que le général se cherchait et cherchait longuement un alibi acceptable. Et comme Maniga ne savait plus comment se défaire de l'emprise d'un Nanfi devenu à ses yeux arrogant et autoritaire, au premier moment jugé opportun, il fit mettre le général aux arrêts, pour insubordination. Lecture décevante de la situation, de la part d'un intellectuel que l'on croirait à tort fort bien aguerri. Geste relevant de la folle audace, de la témérité et de l'inquiétude manifeste du chef de l'État, frisant presque l'ironie et interprété dès l'instant par plus d'un, comme le commencement de la fin. Pourtant, la fameuse semaine avant le coup d'État, le gouvernement avait été porté à réfléchir sur une décision bien empressée, celle de la mise à la retraite du général Nanfi. Maniga, qui s'était montré un peu naïf, ou avait feint de mal comprendre les multiples facettes du jeu de la politique, entreprenait parallèlement des consultations auprès de l'ambassade du Chili, afin de désigner le général comme représentant diplomatique à Santiago du Chili, ce qui aurait permis à ce dernier de partir en exil, selon les traditions historiques d'Haïti. Maniga voulait par la faire d'une pierre plusieurs coups, en évitant d'indiquer du doigt au général le chemin de l'exil, selon le vœu même de la Constitution haïtienne de 1987. En réalité, ce que Maniga n'appréciait pas surtout, c'était le fait de voir le général Nanfi prendre à lui seul des décisions aussi importantes que celle de transférer des officiers et des hauts gradés de l'armée d'Haïti, sans l'accord préalable de l'exécutif, contrairement aux normes constitutionnelles. Nanfi, désormais placé en résidence surveillée, serait libéré 3 jours plus tard par ses supporters. Et le général, en réponse à ce geste maladroit, réagit énergiquement en chassant du pouvoir
Leslie François Manigat pour l'envoyer tout bonnement en exil. Ainsi, dans la nuit du 20 juin 1988, le président Manigat est renversé par un coup d'État, perpétré par des soldats et des hauts gradés de l'armée d'Haïti, qui portèrent une nouvelle fois le général Nanfi à la tête du pouvoir exécutif. Un premier maillon de la transition venait alors de se rompre. Mais comment ? Le président Manigat se trouvait en sa résidence présidentielle à la villa d'accueil, espace logeant aujourd'hui la primature, quand les militaires ont fait main basse sur le fameux fauteuil du Palais national, puis d'autres groupes de militaires ont pris d'assaut sa résidence de chef d'État, et l'ont conduit à l'aéroport pour un nouvel exil à Paris puis à Genève, aussi simplement. En fait, ce qu'il faut d'abord comprendre, au moment de l'avènement de Manigat au pouvoir, c'est que la situation qui prévalait était particulièrement délicate. Leslie François Manigat a un tempérament, que l'on pourrait qualifier de dominateur. Or le commandant en chef de l'armée, le lieutenant-général Henri Nanfi, venait justement de faire l'expérience du pouvoir comme chef, il était donc difficile à ce dernier de s'accommoder d'une situation de subalterne, alors qu'il venait d'avoir le pouvoir suprême. Nanfi voulait dans les faits marcher sur les pieds de Manigat, et il s'en est fallu d'un rien. Il se savait d'abord et avant tout le chef incontesté de l'armée d'Haïti, et n'acceptait point, en raison de tout le pouvoir dont il était doté, de jouer le rôle de second violon. La preuve, c'est qu'il critiquait délibérément le gouvernement, y compris au cours de ses conversations personnelles, avec le président Leslie Manigat, et Manigat se devait à son tour de prendre position, pour dire haut et fort, que son gouvernement existait d'un côté, même s'il y avait l'armée qualifiée d'opiniâtre, d'autoritaire, d'ambitieux, d'imprévisible et même de machiavélique, Leslie François Manigat mine Diderot pour justifier son cas, parce que en politique, dit Manigat, on dénigre les hommes en position. Dès qu'un homme arrive à une éminence, immédiatement il est l'objet de dénigrement. De plus, et c'est Diderot qu'il parodie maintenant, ce que l'on ne pardonne pas à quelqu'un, c'est d'avoir du mérite. Ce mot terrible de Diderot ne devrait aucunement être oublié, par qui voulait véritablement comprendre les aléas, et pénétrer les soubassements de cette transition politique qui a duré, et trop longtemps duré en Haïti. Tout compte fait, si l'armée apparemment réalise toute seule des coups d'État, en réalité, ce sont souvent ou du moins parfois des civils, certains civils, qui poussent les militaires à faire de tels coups. Ceux principalement, qui veulent que leurs intérêts soient représentés et défendus par des militaires proches. Ceux particulièrement, qui n'aiment pas l'orientation de certains gouvernements et souhaitent y mettre fin. C'est donc cela un coup d'État, cette entrave à la transition vers la démocratie dans un pays. Nanfi savait bien ce qu'il concoctait, parce que rien dans le pays, pas même la Constitution, n'était à l'abri des forces de destruction. Son geste qui n'allait pourtant mener nulle part, pas même au retour à la sécurité des vies et à la protection des biens, fut toutefois bien accueilli par nombre de citoyennes et citoyens, de tendances politiques diverses, qui semblaient ironiquement le résumer en cette formulaire lapidaire, pouvoir de nomination, pouvoir de révocation. Marc Bazin, un leader politique, eut pour sa part à déclarer publiquement, au moment du coup d'État contre Manigat, Moine Peakon Sananfi tap fait, Salitap tan pouf et coup de Tassaa. Il y avait donc en jeu des intérêts politiques, des intérêts économiques, des intérêts de clan, des intérêts de classe, des intérêts de secteur, peut-être même des intérêts de région. On se souvient, en effet, le général Nanfi avait brandi sa mitraillette, et l'avait présentée à la télé pour dire au peuple, c'est avec ça que nous allons gouverner ce pays. La question maintenant est de savoir, suite à cette rupture, dans quelle mesure l'homme de principe, l'intellectuel que représentait le professeur Leslie Manigat, avec le regard continuellement tourné vers la constitution du pays, croyait-il que les élections de janvier 1988 étaient libres et honnêtes ? Manigat qui ne se considérait pas comme un homme politique traditionnel, c'est-à-dire, un politicien qui pouvait faire n'importe quoi, pour gagner le pouvoir et s'y maintenir, mettait au défi à l'entendre parler, l'organisation d'élections libres et honnêtes, dans l'histoire contemporaine d'Haïti. Vous n'allez pas trouver un seul, je dis bien, un seul candidat à la présidence qui ait été élu par des élections libres et honnêtes. Je me doute fort, parce que les conditions ne sont pas réunies pour avoir en Haïti, jusqu'à l'heure actuelle, des élections libres et honnêtes. Ce qu'il faut dire, est que parmi les candidats à la présidence, il y avait quelqu'un qui était en mesure d'être président et qu'on a écarté du pouvoir ? Et là, ma réponse est claire. Bien sûr, il y avait parmi les compétiteurs, des hommes,
je ne dis pas qui était plus populaire, car c'est un mot entre guillemets, mais des hommes qui étaient en mesure d'être avantageusement placés pour être président de la République, par rapport à moi. Mais les circonstances concrètes ont fait que ces hommes étaient dans l'opposition de principe, et, donc, se sont abstenus. C'est le fameux boycott. S'il n'y avait pas eu ce boycott, je vous le dis en toute franchise, j'aurais été en difficulté d'être élu président de la République, c'est certain. Mais le boycott a fait que les compétiteurs qui étaient en position avantageuse se sont abstenus, ce qui explique pourquoi j'ai pu être élu avec autant de facilité. Maniga s'exila, et ne revint au pays qu'à la veille des élections de 1990. Il avait vainement tenté un premier retour, contrarié durant la présidence d'Herta Pascal Trujillo, qui agissait sur l'orientation et la direction de l'ambassadeur américain, Alvin Philip Adams Jr., surnommé au pays bourrique chargé, tant ce dernier y commanditait et précipitait les événements. Tout compte fait, Henri Namphy avait à peine repris le pouvoir le 20 juin 1988, qu'un autre général se mettait à l'affût et attendait son tour. Le 17 septembre 1988, Namphy est chassé effectivement par des soldats de l'armée d'Haïti. Des scènes de massacre, émanant d'anciens tortionnaires duvalieristes, évoluant dans le giron du général, avaient fini par exacerber la colère de la grande majorité des soldats de la garde présidentielle, ceux-là même qui avaient renversé le président Maniga et donné le pouvoir au général Namphy. Mais mal lui en prit, le général ne se souciait pas plus d'eux que des autres citoyens du pays. Le pire des macoutes et des attachés ces derniers, des civils armés à la solde des militaires commettaient des crimes, que la population attribuait à tort aux petits soldats. L'un des derniers en date fut le massacre perpétré le 10 septembre 1988, contre des fidèles réunis à l'église de Saint-Jean-Bosco, avec un bilan de 12 morts et pas moins de 70 blessés, en plus de l'incendie de 2 autres églises. Ces petits soldats qui se disaient des fils du peuple, réclamaient du général Namphy, et de façon interminable, le jugement des criminels responsables du massacre de Saint-Jean-Bosco, particulièrement celui du maire de Port-au-Prince, Franck Romain. Dans l'intervalle, alors qu'un complot contre le général se tramait déjà, un soldat de la compagnie en fit part à son chef, le capitaine Jean Harris. Et une série d'enquêtes et d'interrogatoires ont aussitôt débuté au Palais national. Pas moins de 75 soldats de la garde présidentielle avaient ainsi leur nom sur une liste noire. Les petits soldats organisèrent alors une rencontre secrète, et la décision de renverser Namphy devenait inévitable. Au cours d'un interrogatoire, dans l'enceinte du palais présidé par le général Namphy lui-même, assisté du commandant de la garde présidentielle, le colonel Joasius Monde. Un petit groupe de soldats positionnés dans les environs entamèrent soudainement une mutinerie, en braquant leur Galilée en ouvrant le feu sur le palais national. Les officiers du palais se rangèrent aussitôt du côté du général, et une faible riposte s'ensuivit, les soldats se replièrent alors dans la section. Des blindés sortirent 2 chars d'assaut et lancèrent un ultimatum au général. Namphy, qui se résolut à se rendre quelques minutes plus tard, est immédiatement embarqué avec sa famille, en direction de l'aéroport militaire, d'où l'on planifia son départ pour l'étranger. Les petits soldats désignent alors leur camarade de mutinerie, le sergent Joseph Hebreu, pour être président de la République. Mais ce dernier fut pris de panique, et se mit à pleurer tout en se disant incapable de faire un tel boulot. Alors, les petits soldats jetèrent leur dévolu sur le général Prosper Avril, et ils reconnurent aussitôt le grade de lieutenant-général à cet homme, plus ou moins crédible dans l'armée, et qui a d'après nous les petits soldats, les capacités de faire le travail en faveur du peuple. Le sergent Hebreu, ce petit soldat plein d'audace, mais animé toutefois par la peur de diriger, fut vite nommé par le président Avril, sergent-major général en chef des forces armées d'Haïti. Les autres petits soldats de l'armée firent alors la fête et chacun, comme Hebreu, semblait attendre son tour, sans pour autant alimenter, cette fois le départ imminent du lieutenant-général président Prosper Avril. Né le 12 décembre 1937 à Tommaso, Avril a passé la plus grande partie de sa carrière militaire au Palais national, à titre de responsable de l'approvisionnement en équipement et armement, et comme conseiller de Jean-Claude Duvalier. Naïvement, donc, avec l'avènement au pouvoir de Prosper Avril qui s'est prononcé pour des élections, dans un délai de 2 ans à 2 ans et demi, les Haïtiens se préparaient déjà à donner au monde l'image d'un peuple déterminé à reprendre en main ses propres destinées. En réalité, le gouvernement d'Avril serait soldé par des vagues successives de manifestations, alors que l'armée,
en général, et les soldats de la garde présidentielle, en particulier, ne cessaient de tirer sur une population désarmée. Ce durcissement de l'armée à l'endroit des foules, et les répliques qui s'ensuivirent parfois du côté de ces dernières, qui lynchèrent à leur tour soldats et autres personnes fautives, malvenues, précipitèrent une situation de crise de plus en plus aiguë. Du jour au lendemain, le gouvernement d'Avril se retrouvait ainsi enfermé, dans un isolement impossible à rompre. L'ensemble des partis politiques du pays, des communistes à la droite modérée, se mirent alors à réclamer le départ du lieutenant-général président. Le patronat, les syndicats et l'Église emboîtèrent à leur tour le pas, en se joignant au parti pour demander le départ d'Avril. Les manifestations populaires, les barricades enflammées, la vive tension régnant à Port-au-Prince et dans les autres villes du pays, disaient clairement que les jours d'avril étaient bel et bien comptés. Prosper Avril avait de fait acquis la réputation d'un grand tortionnaire et établi dans le pays une dictature qui avait ravi la vie à nombre de jeunes militants politiques. Tel que prévu, donc le 10 mars 1990, sous la pression d'une coalition de 11 partis politiques, appuyés par les gouvernements français et américains, Avril démissionnait effectivement et partait pour l'exil, en direction de la Floride, alors que la garde présidentielle fut aussitôt dissoute. Dans une entrevue accordée auparavant à des médias haïtiens, Prosper Avril se disait pourtant prêt à abandonner le pouvoir, si la souveraineté populaire le décidait ainsi, et si les autres secteurs responsables de la nation garantissaient une passation de pouvoir sans heurts. En résumé, la nation tout entière accueillit le départ du lieutenant-général président Avril, dans une sorte de transe douloureuse et éphémère, à l'ombre d'une conjoncture affreusement difficile, sur les plans politiques, social et économique. Et le pouvoir fut confié, le temps d'une très brève transition de l'ordre de 48 heures, au chef d'état-major par intérim des forces armées d'Haïti, le général désormais retraité, Errard Abraham, avec pour principal mobile le respect de la continuité de l'État. Car on en avait marre, des persécutions et des violations flagrantes émanant des militaires. La question restait par contre ouverte, à savoir si l'on était tenu de respecter à la lettre l'article 149 de la Constitution haïtienne et d'offrir, en pareil cas, la présidence provisoire d'Haïti au juge Gilbert Austin, président en exercice de la Cour de cassation, mais considéré comme un proche de l'ex-dictateur Prosper Avril. Le problème fut vite résolu, car les différents partis politiques, définitivement décidés à prendre leur distance, tant avec les militaires, ayant assumé provisoirement le pouvoir, pendant plus de 4 ans qu'avec les proches de ces militaires, en sont venus à la conclusion que le juge Austin ne saurait en aucune manière être l'homme de la situation. L'initiative citoyenne du groupe des 12 paraissait déterminante à ce point de vue. De fait, le comité Honneur Respect s'était associé aux 11 partis politiques, dans le souci majeur de présenter à la nation une seule et unique alternative, pour une sortie de la crise. Les 12, en effet, ont pris l'initiative commune de rédiger un document pour l'histoire, dans lequel ils avaient fermement condamné le gouvernement du lieutenant-général président Prosper Avril, qu'ils jugeaient incapable de garantir la transition démocratique et des élections valables dans le pays. Les 12 proposèrent en conséquence qu'un membre de la Cour de cassation susceptible d'être accepté par le peuple haïtien fût désigné comme président provisoire. Le révérend père Antoine Adrien, le docteur Louis-Eugène Roy, le révérend père William Smart, l'homme d'affaires Antoine Isméry se trouvaient au nombre des mandataires à se rendre au domicile de Madame Hertha Pascal Trouillot, simple juge à la Cour de cassation, mais classée en 6e rang par ordre d'ancienneté, pour lui demander d'assumer la présidence provisoire du pays. Madame Hertha Pascal Trouillot accepta alors que son nom fût proposé par l'Assemblée nationale de concertation pour résoudre la crise. Et le groupe se rendit, dès le 11 mars, auprès du major général Errard Abraham, pour lui remettre les lettres de choix et d'acceptation de Madame Hertha Pascal Trouillot comme présidente provisoire d'Haïti. 3 jours plus tard, effectivement, le général Errard Abraham transféra le pouvoir à Hertha Pascal Trouillot, qui prit très au sérieux cette tâche délicate qui lui avait été confiée, celle de réaliser des élections générales, libres et honnêtes, dans un État qu'il restait encore à construire, malgré les 186 années d'indépendance en date du 13 mars 1990.